Retrouvons à présent pour aborder donc la suite du grand 1 de ce cours sur la culture et l'appartenance. Alors, donc dans le grand 1, je posais la question, la culture exprime-t-elle l'émancipation ou plutôt l'appartenance? Alors, on avait vu comment était apparu donc ce sens de l'appartenance et je voulais à présent vous montrer que ce sens n'était pas très très émancipateur, hein, me semble-t-il. C'est-à-dire que la culture comprise au sens identitaire, au sens de l'appartenance, ne libère pas tellement les hommes, mais leur assigne plutôt une identité obligée, hein. C'est tout le paradoxe de cette revendication de l'appartenance dans le concept de culture. Alors voilà, l'assignation identité. C'est un phénomène qui s'est observé dans les pays décolonisés qui, suite en fait au traumatisme de la colonisation, bon, notamment française, hein, pas seulement, ont essayé de mettre en avant, au contraire, plutôt une identité spécifique, excusez-moi, avec des coutumes spécifiques, des langues vernaculaires, la religion traditionnelle, etc. Et voilà ce qui s'est passé, qui est tout à fait paradoxal en fait dans les pays, dans un certain nombre de pays après la décolonisation. Euh, les nationalités ont évidemment protesté contre l'imposition de culture étrangère qui leur avait été vraiment inculquée de force, en remettant en avant la culture du lieu, euh, mais justement en forgeant ainsi une identification forcée, une identité plutôt, une appartenance forcée, qui est devenu extrêmement problématique dans un certain nombre de cas. C'est-à-dire que, voilà, si en fait se libérer, ça veut dire forcément reprendre une identité obligatoire et rejeter absolument tout ce qui est venu de l'étranger, bon, en fait, c'est pas forcément non plus une libération s'il s'agit de troquer une livrée contre une autre. Je prends ce terme de livrée. Vous savez ce que c'est qu'une livrée? C'est le costume des domestiques, hein, qui, dans une maison noble, va porter, en fait, vont porter un costume spécifique donc aux couleurs de la maison. Bon, eh bien, la livrée nationale est venue remplacer en fait la livrée coloniale dans un certain nombre de pays décolonisés, et c'est ainsi que, par exemple, on a vu des pays là, se retourner à une identité forcée et imposer cette identité à ses membres. C'est ainsi que, par exemple, dans des pays qui ne sont pas des pays intégristes, comme par exemple l'Algérie, le fait de renier la foi musulmane est considéré comme un délit susceptible de sanction, hein, aux yeux de la loi. Pourtant, c'est pas une théocratie, l'Algérie, hein, pas du tout. C'est un pays où on vote. Moi, je dirais pas non plus que c'est quand même une grande démocratie, mais enfin, c'est tout de même pas l'Arabie Saoudite. Et pourtant, en fait, le fait de l'apostat, c'est-à-dire le fait de l'apostasie, excusez-moi, le fait de renier sa religion est un crime, hein, est un crime puni par la loi. Enfin, un délit ou un crime. Oui, je sais pas, je suis pas spécialiste du droit algérien. Bon, en tout cas, voilà, c'est le genre de petits détails comme ça qui, enfin d'ailleurs, c'est pas toujours des petits détails. Il y a certains pays qui ont carrément en fait sombré après la décolonisation dans un peu le fanatisme, hein. Du fait que les libérateurs du pays ont voulu, par rejet de la livrée coloniale, imposer une livrée nationale qui était une autre camisole, un autre carcan, hein. Voilà. Alors, on peut dire que c'est là une sorte d'essentialisme, hein, le fait de vouloir imposer absolument une appartenance particulière, une identité particulière, une sorte d'essentialisme qui, au fond, est insupportable, comme tous les essentialismes. Voilà, aux États-Unis, à une époque, on disait niggas can dance, c'est-à-dire les nègres peuvent danser, les nègres savent danser plutôt. Excusez-moi, c'est une façon de dire, bah voilà, quand on est noir, forcément, on sait danser, quoi. On a le rythme dans la peau, etc. Bon, tous les clichés bien connus sur ce thème, qui font que, par exemple, dans les
pour les droits civiques, le jazz n'est pas forcément bien vu, ou encore des figures comme Louis Armstrong, qu'on imaginerait plutôt des figures fédératrices, étaient en fait très très mal accueillies par une certaine frange des mouvements d'avant-garde noirs, parce que il symbolisait en fait cet essentialisme-là, le bon nègre qui chante pour ses maîtres blancs, hein, qui est gentil, qui sait danser, qui est poli, etc. C'est-à-dire en fait une figure de serviteur, une sorte d'essentialisme auquel on avait ramené un des rares noirs à l'époque qui aux États-Unis avait droit à une certaine notoriété. Hein, c'est le cas d'Armstrong. Bon. Donc en fait voilà, l'essentialisme est une chose qui est insupportable en fait pour tous ceux qui en sont victimes. C'est à partir du moment où on dit bah voilà, toi tu es noir donc tu dois forcément savoir danser, chanter, faire du jazz ou bien alors je sais pas être musulman, etc. Il s'agit dans tous les cas d'assigner une identité forcée et c'est pas du tout une forme d'émancipation, c'est au contraire une forme de destin forcé, hein. Qui conduit évidemment ensuite à des formes de communautarisme et en fin de compte de repli nationaliste et voilà, de dépréciation du sens de la culture, hein. Alors justement, je crois qu'aujourd'hui ce problème, en fait, on pourrait se dire mais c'est fini l'ère décoloniale, c'est derrière nous. Bah non, en fait pas tout à fait parce que le ce genre de situation, en fait, on le retrouve aujourd'hui, bon, peut-être sous des formes un peu différentes, mais la promotion de l'identité converge exactement avec finalement l'esprit de l'époque, à savoir ce qu'on avait appelé au début de l'année la culture du narcissisme, en empruntant cette expression, vous vous souvenez, au penseur radical américain Christopher Lasch, enfin, je pense qu'on dit Lack plutôt, Christopher Lack. Blash, je sais pas. Donc un penseur américain qui observe qu'en fait, si vous voulez, l'idéologie dominante du capitalisme en fait impose un certain individualisme voilà, qui se traduit dans les faits par des mentalités ultra narcissiques qui sont clairement encouragées en fait par tout le système de la consommation. La consommation fonctionne si on dit aux gens qu'ils sont formidables, qu'ils sont des trésors, qu'ils sont tous géniaux, etc. Et si on met en avant en permanence, si on exalte en permanence la valeur de l'individu unique, différent de tous les autres, etc., c'est le message sur lequel repose en fait 99% des messages publicitaires. On ne peut pas vendre des voitures ou des déodorants en disant en fait aux gens voilà, vous êtes tous pareils, vous êtes des moutons, alors faites comme tout le monde, achetez votre bagnole. Non, évidemment ça ne marche pas, il vaut mieux dire aux gens vous êtes tous extraordinaires, différents, géniaux, donc acheter une voiture qui vous rendra encore plus extraordinaire, une paire de baskets, etc. Même si tout le monde a les mêmes, bien sûr. Hein, ça, c'est un petit paradoxe qu'on va mettre entre parenthèses, mais le discours marketing, le discours publicitaire repose quand même en très grande partie là-dessus, donc sur l'exaltation du narcissisme. Et en fait, vous voyez que cette exaltation du narcissisme qui est lié à l'idéologie capitaliste, bon, en lui-même, n'est pas lié aux aventures et aux mésaventures de la notion de culture, mais il y a une sorte de convergence, en fait, c'est une sorte de rencontre avec cette grande opération de la promotion de soi. Et on peut le voir à travers, par exemple, la forme contemporaine des engagements militants, qui sont en partie tirés, pour certains, des luttes postcoloniales ou décoloniales, et en partie tirés, enfin, et qui convergent en fait avec le culte du narcissisme. C'est le concept un peu de pride. La pride, bon, en fait, c'est devenu un un mot qui est devenu en fait le véhicule de toutes sortes de protestations, de mouvements, de mouvements d'affirmation des minorités, euh, mais en fait qui moi me surprend puisque en fait ce mouvement de, ne consiste pas à revendiquer l'égalité des droits, mais à affirmer l'affirmation d'un particularisme, ce qui est très différent. Je trouve que c'est particulièrement sensible dans le discours par exemple, féministe américain. Vous vous souvenez, je crois que j'en avais déjà parlé, dans le féminisme, il y a clairement deux courants. Il y a un courant qu'on appelle le courant continental, qui est lié à Simone de Beauvoir et qui revendique en fait l'égalité des droits, c'est-à-dire que les femmes cessent d'être le second sexe, deuxième sexe, mais que les femmes puissent accéder voilà, à la même dignité, aux mêmes emplois, aux mêmes fonctions, aux mêmes, que les hommes sans distinction. En fait, c'est un mouvement de revendication de l'égalité. Et le mouvement du féminisme
féminisme américain, qu'on appelle aussi le féminisme différentialiste, accentue non pas, ne fait pas porter l'accent sur la demande d'égalité, mais sur la demande de différence, prendre en compte la différence spécifique. Et c'est ce qui fait que, par exemple, de façon très curieuse, le mouvement de défense, enfin, le mouvement en faveur du droit à l'avortement aux États-Unis s'appelle le mouvement pro-choice, c'est-à-dire pour avoir le choix. Pro-choice, c'est-à-dire, en fait, il s'agit non plus de revendiquer en fait une certaine forme de dignité auquel les femmes auraient droit du fait voilà de leur euh, bah, du fait que les femmes ne sont pas exposées en fait aux mêmes conditions biologiques que les hommes, hein, mais il s'agit en fait plutôt de dire voilà c'est mon choix, c'est-à-dire mettre en avant, enfin vous voyez, la différence d'accent est quand même étonnante. C'est-à-dire qu'en fait il s'agirait surtout de faire valoir mon droit, mon choix pour une femme, alors que dans le féminisme continental il s'agit plutôt de revendiquer et non pas en fait la différence, hein, voilà, même par exemple dans les mouvements actuels aux États-Unis de protestation contre les violences policières et contre finalement la condition des Noirs, quoi, qui effectivement ne cesse d'être traités avec le même mépris et la même violence que finalement à une époque qu'on croirait que ça. Eh bien, il y a quelque chose qui est très étonnant, c'est quand on voit des gens qui défilent avec, je sais pas, une pancarte I am George Floyd, par exemple. C'est très surprenant de voir qu'en fait, au lieu de protester pour l'égalité de la condition des Noirs et des Blancs, on proteste pour le droit à être différent. C'est-à-dire, voilà, je suis noir, donc... alors, bien sûr, il ne faut pas caricaturer non plus. Je pense que dans ces mouvements de protestation, il y a de tout. Et des gens qui demandent l'égalité, et puis des gens qui, au contraire, font porter l'accent sur la différence. Hein, je ne suis pas du tout en train de condamner les mouvements de protestation actuelle aux États-Unis. Je dis juste qu'il y a quelque chose qui est très troublant, hein, me semble-t-il, dans la façon de concevoir aujourd'hui la lutte pour les droits. Voilà. Quelque part, cela rejoint en fait le concept du multiculturalisme. Alors, le multiculturalisme, c'est un concept qui a été forgé par l'universitaire canadien Charles Taylor dans les années 70 ou 80. Charles Taylor est un professeur en fait de philosophie politique et en tant que Canadien, il assiste, il voit apparaître des mouvements de protestation des minorités indiennes, enfin des minorités en général, qui ont été opprimées par la culture coloniale britannique. Protestante, blanche, voilà, à partir du XVIIIe siècle. Et Charles Taylor, en fait, essaye d'imaginer un système de droit dans lequel les minorités auraient droit à la reconnaissance de leurs propres particularités au sein d'un système voilà, qui leur a été étranger depuis toujours. Et donc, il s'agit dans cette idée de distribuer en fait des droits spéciaux pour reconnaître la différence, pour reconnaître la dignité particulière de certaines communautés hein, qui ont été l'objet voilà, euh, d'une oppression organisée en fait par les pouvoirs depuis que se sont installés les pouvoirs coloniaux. Et alors, les systèmes multiculturels en fait se sont développés, alors justement dans les pays de tradition britannique, c'est-à-dire en fait dans tous les pays du Commonwealth plus ou moins, on trouve en fait des mesures multiculturelles mises en place, c'est-à-dire en fait des droits spéciaux qui sont accordés aux représentants des minorités jadis opprimées ou peut-être encore aujourd'hui opprimées. Donc par exemple les pays du Commonwealth en question, on trouvera des mesures, des politiques multiculturelles dans je sais pas, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, aux États-Unis, évidemment. En fait, oui, en Inde, la question indienne est très très compliquée. Mais enfin bon, en fait, un peu dans les pays de la couronne britannique, quoi, enfin les pays de l'ancienne empire colonial britannique. Hein. Alors c'est une façon un peu pour les autorités de dire bon voilà, on vous a un peu exterminé, on est désolé aujourd'hui vraiment, c'est vraiment pardon, et donc on va vous accorder des droits spéciaux qui donc ne concerneront pas les autres, qui seront une sorte de dédommagement en fait pour les minorités. C'est-à-dire que dans le système, alors oui, le multiculturalisme, on est d'accord, c'est un système de droit, c'est pas simplement la reconnaissance qu'il y a plusieurs
cultures, plusieurs formes de traditions, d'histoire, etc. à l'intérieur d'une société. C'est pas juste ça. Je veux dire, dans ce sens-là, si c'était ça le multiculturalisme, alors toutes les sociétés, disons, du monde occidental seraient multiculturelles. Mais c'est pas ça le multiculturalisme, c'est différent. C'est un système de droit différentiel, hein, accordé aux minorités, en quelque sorte en réparation, en reconnaissance du tort, du dommage que ces communautés ont pu subir. Alors le problème, c'est que, bon, par exemple, alors, pardon, oui, en fonction en fait des appartenances particulières, on va accorder donc des droits spécifiques ou bien des aménagements pour passer des examens ou bien des aménagements spéciaux pour suivre la scolarité ou bien oui, alors on voit ça aussi dans les forces de police en Grande-Bretagne par exemple. C'est d'ailleurs quelque chose qui, pour nous semble complètement ahurissant. Les bobbies britanniques, c'est-à-dire les policiers, vous savez, qui donc patrouillent avec leur costume si reconnaissable, le damier noir et blanc. Les bobbies britanniques ont en fait adapté, excusez-moi, leurs règles à la reconnaissance multiculturelle des minorités et par conséquent en fait les babés peuvent porter en fait des signes d'identification de leur communauté ou de leur minorité dans leur costume officiel, ce qui fait que par exemple les Sikhs, les policiers d'origine sikh. Il y a beaucoup de Sikhs dans la police britannique, hein. Les Sikhs c'est une communauté d'Inde. Euh, je crois que ce sont des musulmans. C'est une caste guerrière qui donc se reconnaît au fait que les hommes doivent absolument porter un turban, c'est une obligation religieuse en fait, un turban de couleur safran, de couleur orangée, et dans laquelle ils doivent cacher impérativement une arme, c'est une arme symbolique, mais enfin un petit couteau quoi, hein, qui est en fait voilà vraiment inséparable en fait de la dignité du sikh. Bon, alors en reconnaissance de ce droit, les policiers britanniques sikhs, donc ils sont nombreux puisque c'est une société guerrière, donc ils sont souvent, ce sont des gens qui en Grande-Bretagne se sont engagés dans les forces militaires ou dans les forces de police. Eh bien, en reconnaissance de leurs différences culturelles, les Sikhs ont le droit de porter leur turban orange avec un petit damier qui fait la frange du turban et le couteau rituel caché, enfin ou symbolique, caché dans le turban. On pourrait se dire, bah, oui, bon, ok, après tout c'est super, c'est la différence, cette diversité, c'est très joli en plus, donc pourquoi s'offusquer de cela? Bah, je pense que quand on est un Indien euh, qui n'est pas d'une minorité sikh, mais qui vient en fait d'une autre société en Inde, rivale des Sikhs, ennemie des Sikhs, ça ne doit pas faire beaucoup rigoler le type qui est contrôlé dans la rue par justement un Sikh en turban, qui au lieu de revendiquer en fait son appartenance, enfin plutôt son obéissance à des règles qui sont les mêmes pour tout le monde, va se placer en fait également sous le double commandement de sa tradition et des lois britanniques. Bah, c'est extrêmement troublant, ça crée des situations qui sont très étranges. Et donc pourquoi en fait accorder ce droit aux Sikhs et puis pourquoi ne pas l'accorder à d'autres minorités? C'est un peu le même principe qui fait que les policières britanniques musulmanes peuvent aussi porter un voile pendant leur service. Et alors là encore, il y a une sorte de confusion des identités. Je veux dire, est-ce que vous avez affaire à quelqu'un qui revendique son identité particulière, ou est-ce que vous avez affaire à quelqu'un qui sert simplement les lois de la couronne, hein, qui sont les mêmes et qui s'appliquent pour tout le monde de la même façon? Il y a là quelque chose qui est extrêmement troublant, une sorte d'intrusion du particulier dans la sphère publique. Euh, Bon, qui est complètement étranger à notre tradition, on est d'accord, mais qui demeure extrêmement troublant et problématique en fin de compte. Est-ce que vraiment le but de la culture, c'est la promotion d'une identité particulière? Voilà le problème. Et alors peut-être que ce système de droit est vraiment tout à fait lié aussi à la structure monarchique du pouvoir britannique, c'est-à-dire en fait, bon, bah, voilà, la monarchie, pardon, l'État britannique demeure une monarchie, donc un système qui est fondé sur un système de privilèges également. Il y a
en a certaines survivances hein, dans la vie politique, enfin, dans la vie publique anglaise. Euh, mais c'est pas seulement lié à cela. Les politiques multiculturelles ont été testées, par exemple, également dans certains États un peu avant-gardistes aux États-Unis, comme par exemple la Californie, qui, dans les années 80, a pratiqué le multiculturalisme en pratiquant ce qu'on appelle l'affirmative action, c'est-à-dire la discrimination positive pour favoriser l'entrée des minorités dans les universités. Donc en fait, on a créé des conditions spéciales d'accès à l'université pour les Noirs d'abord, ensuite pour les Latinos. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Il se trouve que l'affirmative action a été abandonnée dans l'État de Californie et déclarée illégale à la demande d'associations d'étudiants noirs qui trouvaient cela profondément humiliant de devoir sa place à sa couleur de peau et non pas à son mérite et à ses talents. C'est-à-dire en fait qu'initialement ce sont des politiques de reconnaissance qui ont été qui ont été expérimentées pour dire voilà bon on laisse de côté un peu l'universalisme, c'est-à-dire voilà tout le monde se présente à l'examen de la même façon, hein, parce que de toute façon dans la réalité c'est vrai qu'il n'y a pas d'égalité des chances réelle dans un pays aussi discriminatoire que les États-Unis. Donc on fait des quotas pour les Noirs, on fait des quotas pour les Mexicains, etc. Alors, les Asiatiques n'ont jamais voulu de ces quotas. Hein, donc, oui, vous voyez que ça crée des problèmes, des luttes vraiment bizarroïdes entre bah, moi je suis noir, moi je suis bon. Et les associations étudiants noirs ont fini par protester contre ces mesures qui sont, donc, je vous disais, profondément humiliantes et qui, au fond, restent discriminatoires. Hein, on peut appeler ça positif ou négatif. Enfin, ça reste discriminatoire. Si les Noirs sont si peu présents aux États-Unis, dans les universités, dans les grandes écoles, etc., c'est parce que, voilà, il y a une ségrégation de fait qui demeure extrêmement virulente, extrêmement forte. Et donc le problème, c'est pas qu'on fasse venir un peu par magie des étudiants noirs dans les universités, c'est plutôt qu'on agisse de façon que bah, les gens qui vivent dans une misère totale dans les projects, c'est-à-dire on dirait les HLM quoi, chez nous, aux États-Unis, puissent avoir les mêmes chances d'accès à l'éducation que les autres. Hein. C'est ça le problème. C'est pas ensuite de faire un peu du maquillage en faisant monter voilà trois ou quatre noirs, trois ou quatre latinos à l'université, alors que la structure de la société reste fondamentalement raciste, comme le prouvent bah, justement les événements actuels qui se déroulent aux États-Unis hein, et les réactions incroyables du président américain. Voilà, je vous laisse. Je vous laisse méditer donc ce problème du particularisme, cette fausse que constitue le multiculturalisme, c'est-à-dire la revendication de la particularité hein, au sein